Bonjour chers téléspectateurs de Télé-École, la première télévision 100% éducation en Afrique au Sénégal. Merci de nous recevoir chez vous dans ce nouveau numéro de Parlons Philosophie, qui est une émission dédiée à la réflexion philosophique. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le professeur Kassé, qui est un universitaire, un professeur exceptionnel. Bonjour monsieur Kassé. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et aujourd'hui, nous allons parler, le thème c'est les études germaniques interculturelles sous l'angle de la philosophie allemande. Quel recoupement entre les deux disciplines. Avant de donner la parole au professeur Kassé, je vais lire son CV parce que c'est très important. Ça va nous permettre à nous les jeunes de savoir que les anciens, les professeurs exceptionnels qui sont comme le professeur Kassé, en 1980, il a la thèse de 3e cycle à l'université Paris 8. Le thème porte sur l'image du noir dans la littérature allemande de 1870 à 1933. En 1980, il est assistant. En 1983, il est maître assistant. 1986-88, il est chef du département de langue et civilisation germanique, faculté des lettres et sciences humaines à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. De 1991 à 2003, il est directeur de la pédagogie, des réformes universitaires et de la scolarité au rectorat de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. De 1991 en 2000, il est représentant de l'UCAD au CAMES. Et là, c'est une place très très importante parce que tout le monde connaît la place de CAMES dans le monde universitaire. En 1995, il obtient la thèse d'État, les relations culturelles entre la République fédérale allemande et l'Afrique subsaharienne de 1949 en 1980. Leur place dans la politique extérieure de la République fédérale allemande, Université Paris 8 toujours. En 1995, il est maître de conférence. En 1990, professeur titulaire. En 2009, nomination professeur titulaire de classe exceptionnelle. En 2014, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Mais il a quand même d'autres fonctions et d'autres nominations. Au mois de mai 2001 et décembre 2003, il est directeur de l'Institut de formation et de la recherche en population, développement et santé de la reproduction. Et ça aussi, c'est vraiment très important parce qu'on sait la place de la santé de la reproduction. En février 2008, il est commissaire général de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar, c'est-à-dire le Dakar. En 2016, il est directeur de la cellule assurance qualité Université Technolab ISTA Bamako, Mali. En 2018, il est directeur de l'UFR Langue et Affaires à l'Université Dakar-Bourguiba. Et enfin, en 2020, il est member of the Academic Council for the Pan-African Heritage World Project in Ghana. Franck, merci beaucoup, professeur Kassé. Merci de cette présentation. Merci. C'est nous qui vous remercions, la Télé-École qui vous remercie de votre disponibilité. C'est un plaisir de venir répondre à votre invitation. Merci. Et surtout pour le thème que vous me proposez de traiter, en l'occurrence, Parlons philosophie. Et c'est un très bon prétexte pour moi de parler d'une chose qu'on ne connaît pas souvent, ce qu'on appelle les études germaniques. Et souvent, on fait l'erreur de penser qu'à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, comme dans d'autres universités africaines, nous avons des départements d'allemand. L'allemand est une langue. Ce que nous faisons, c'est de la science et c'est de la recherche. Et c'est le président Senghor qui avait appelé le département en 1972 département de langue au pluriel et civilisation au pluriel germanique. Ça veut dire donc qu'il avait senti, et nous l'avons senti nous-mêmes après, la nécessité d'étudier les civilisations, en l'occurrence la civilisation allemande dans toutes ses variantes et les civilisations africaines, et de voir un petit peu leur interrelation. C'est la raison pour laquelle le thème qu'on nous a proposé nous renseigne sur l'importance de ces études, surtout pour l'Afrique subsaharienne. Ça nous permet également de rendre clair des options d'enseignement et de recherche dans nos universités et d'expliquer des choix assumés qui ont produit des ressources humaines de qualité, puisque nos produits sont insérés un peu partout, dans le cadre des relations internationales, dans les fondations allemandes. Nous avons même des étudiants qui se sont
reconvertis après pour être dans l'informatique, dans les sciences dites exactes. Donc ce sont des études que nous avons placées sous l'angle des objectifs de développement de nos pays et objectifs de développement que l'histoire de notre continent nous oblige à penser rigoureusement. Donc, il faut le dire d'emblée, ces études présentent une singularité de bon aloi que des recherches sur notre discipline ont très tôt confirmé dans leur pertinence. Associer donc la philosophie de façon générale à ces études nous sert dans le même temps de prétexte pour expliquer les orientations d'études germaniques interculturelles en Afrique subsaharienne. Ce n'est pas le cas en Afrique du Nord, ce n'est pas le cas en Afrique du Sud, ce n'est pas encore moins le cas dans d'autres espaces où on enseigne la discipline. Nous avons compris très tôt en faisant le choix de ces études dans notre cursus universitaire, c'est-à-dire les classes préparatoires dans lesquelles nous avons eu la chance d'étudier à un niveau très élevé des disciplines comme l'histoire, comme la géographie, comme les langues, comme les lettres modernes et surtout la philosophie. Nous avons eu à faire énormément d'efforts pour que ces études puissent remplir un petit peu les attentes pour donner des produits que nous avons le bonheur de côtoyer, y compris dans notre propre pays. Alors, ce qu'on appelle la philosophie allemande, c'est aussi la civilisation et le développement des sociétés, de la société allemande en l'occurrence. Et chacune de ces sociétés a connu des étapes, et nous devons réfléchir sur comment ces sciences, c'est-à-dire l'histoire des sociétés, pourraient être le levain pour des tâches de développement. Nous ne sommes pas n'importe quel pays, nous avons une histoire qui commence par les premières rencontres avec l'Europe, c'est-à-dire l'esclavage, qui nous a coûté, les historiens ne sont pas d'accord du tout sur le chiffre, entre 40 millions et 60 millions parmi les Africains les plus jeunes, les plus sains, et qui sont allés outre-mer. Et en même temps, nous avons été en rapport avec des civilisations qui nous ont imposé de manière beaucoup plus raffinée l'esclavage. Et par la suite, à partir de 1848, au Congrès de Vienne, quand officiellement on a décidé d'interdire l'esclavage, il y a eu la période coloniale sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Donc il s'agit aussi d'étudier dans ces études les rapports que les sociétés entretenaient entre elles et le développement de celles-ci. En d'autres termes, nos études germaniques sont insérées dans le développement. La philosophie allemande offre sous ce rapport, comme nous avons déjà suggéré, un précieux outil d'analyse des rapports de l'homme à sa société, ce qui fonde ces rapports à chaque étape de son évolution, non pas de manière idéaliste, mais concrètement. Ainsi, nous avons donné à la philosophie toute la signification. Parce que la chance que nous avons, c'est que dans le jargon philosophique, souvent on emprunte des termes allemands. Les traductions ne sont pas toujours très bonnes. J'ai eu à faire un article dans les années 80 sur la difficulté de traduire Karl Marx dans les sciences humaines et les sciences sociales. Donc, ce que vous appelez philosophie, nous les germanistes, nous l'appelons dans un premier temps la Weltanschauung. Comment nous considérons le monde. Cette Weltanschauung, c'est une conception du monde dans la compréhension de ses dynamiques internes. L'interculturalité, dans ce cas, revêt une importance particulière dans le fait de rencontres culturelles au sens où, historiquement, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces rencontres n'ont pas été fortuites. Ce sont les autres qui sont venus vers nous. Ce n'est pas nous qui sommes allés vers eux. Évidemment, l'historiographie traditionnelle attribue à Christophe Colomb la découverte de l'Amérique. Mais même s'il y a beaucoup de controverses autour de la question, c'est bien Bakary III qui le premier a découvert les Amériques, bien avant Christophe Colomb. Et notre ami Pathé Diagne a essayé une fois de construire une embarcation pour démontrer qu'effectivement, des côtes sénégalaises aux Amériques, Bakary II ou Bakary III a fait la traversée. Donc, les rencontres qui se sont faites historiquement n'ont pas été fortuites, mais elles ont été construites. Nous les avons accueillies et ils nous ont spoliés, ils nous ont exploités, ils nous ont aliénés. Je reviendrai rapidement là-dessus. Ces rencontres, donc, ont été bien conçues dans un dessein d'asservissement et de bouleversements fondamentaux de nos modes de production. Personne ne sait aujourd'hui qu'est-ce que serait devenu notre ère subsaharienne
Si l'Empire du Mali avait survécu depuis le XIIIe siècle, et tout le monde sait la dynamique, ou bien les dynamiques qui ont traversé les sociétés africaines avant l'arrivée des Européens. Ces phénomènes ont débuté avec l'apparition d'un marché mondial qui s'est affirmé jusqu'à devenir ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et à tort, on pense que la mondialisation est un phénomène qui vient de maintenant, alors que la mondialisation remonte à l'époque où l'Europe a conquis la machine, l'outil, et a développé les forces productives autour de cela. Donc, ce marché mondial, c'est Karl Marx lui-même qui le dit dans son approche des dynamiques internes des sociétés, dès le début de son approche philosophique, je précise bien, et de sa critique de Hegel, que vous connaissez sans doute, puisque vous êtes des philosophes, dans ce cadre et qui en trace les contours dans son célèbre manifeste du Parti communiste qui a été publié en 1848. Je le cite. Par l'exploitation du marché mondial, la bourgeoisie donne un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Au grand regret des réactionnaires, elle a enlevé à l'industrie sa base nationale. Les vieilles industries nationales ont été détruites et le sont encore chaque jour. Elles sont évincées par de nouvelles industries dont l'implantation devient une question de vie ou de mort pour toutes les nations civilisées. Industries qui ne transforment plus des matières premières indigènes. C'est le cas aujourd'hui. Nous avons beaucoup de matières premières en Afrique, mais on ne les transforme pas en Afrique. Oui. C'est en Europe, c'est dans les pays très développés qu'on transforme nos matières premières. Donc, mais des matières venues des régions du globe les plus éloignées et dont les produits se consomment non seulement dans le pays même, mais dans toutes les parties du monde à la fois. Aujourd'hui, vous enlevez l'uranium des modes d'exploitation et des relations économiques injustes que nous entretenons avec l'Occident. Il est évident que c'est un pan important de l'industrie de l'armement de ces pays-là qui s'en trouveraient affectés. Je continue à citer Marx. À la place des anciens besoins que la production nationale satisfaisait, naissent des besoins nouveaux, réclamant pour leur satisfaction les produits des contrées et des climats les plus lointains. À la place de l'isolement d'autrefois des régions et des nations se suffisant à elles-mêmes, se développent des relations universelles, une interdépendance universelle des nations. Aujourd'hui, personne ne peut imaginer vivre en autarcie. Et pourtant, Marx l'a dit depuis 1848. Et il en va des productions de l'esprit comme de la production matérielle. Les œuvres intellectuelles d'une nation deviennent la propriété commune de toutes. Et oui, regardez la mondialisation culturelle aujourd'hui qui affecte beaucoup nos vécus. L'étroitesse et l'exclusivisme nationaux deviennent de jour en jour plus impossibles et de la multiplicité des littératures nationales et locales naît une littérature universelle. Fin de citation. Donc Marx avait déjà une vision prospective du développement du monde. Rien que l'étude de ce texte nous renseigne à suffisance sur la progression d'une pensée philosophique qui conduit de manière élaborée à la théorie du matérialisme historique tel que Marx et Friedrich Engels l'ont élaboré dans l'idéologie allemande après les manuscrits de 1844. Arrêtons-nous sur ce grand philosophe dont nous retenons quelques aspects théoriques à forte portée sans aucune contingence spatio-temporelle. Nous retenons des formules frappantes comme, je cite, « Ce n'est pas la conscience qui détermine la vie, mais la vie qui détermine la conscience. » Il y a tout un débat philosophique autour. Les circonstances font autant les hommes que les hommes font les circonstances. La dialectique de l'homme et de son environnement. Les pensées de la classe dominante sont aussi à chaque époque les pensées dominantes. C'est important ça. Aujourd'hui, on a beau crier notre culture, on a beau crier notre spécificité, mais les pensées dominantes occupent la plupart du temps notre cerveau. Et enfin, la conscience, c'est l'être conscient. Oui. Fin de citation. Ce qui nous frappe le plus chez Marx, c'est la 11e thèse sur Feuerbach. Les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde de différentes manières. Ce qui importe, c'est de le transformer. Fin de citation. Un germaniste africain ne peut pas ignorer ce postulat de Marx, surtout quand nous considérons cette discipline comme sujet de réflexion pratique et l'écho rencontré dans nos pays qui se battaient et se battent encore pour la transformation sociale. Nous vient à l'esprit, évidemment, l'influence de la philosophie allemande sur nos élites africaines. Et singulièrement, ces théoriciens les plus en vue
dont sans conteste Léopold Sédar Senghor apparaît aux yeux de l'Allemagne du XXe siècle après la défaite de la barbarie fasciste comme un phare. C'est le seul en Afrique qui se soit intéressé réellement à cette philosophie. En tout cas, vu les positions étatiques qu'il a occupées. Dans l'élaboration de ses thèses sur la négritude, le dialogue des civilisations en particulier. Et quand il pense à la 11e thèse, qui de ce fait même en a davantage de sens et d'actualité, on peut noter chez Senghor des contresens. Je parlais tout à l'heure de la traduction, oui, qui traduit parfois trahit, oui, évidemment. Alors, ce dernier, Senghor, a tenté in fine de créer l'illusion d'un pseudo-socialisme africain qui nie les réalités de la lutte des classes à la sauce tropicale et néocolonialiste. On trouve cette affirmation fondée dans la lecture que Senghor fait de Marx dans Liberté 2, Nation et voie africaine du socialisme, quand il traduit la thèse, à mon sens, en raccourci. Et je cite Senghor. Au lieu de dire « les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il s'agit de le transformer », Senghor dit, je le cite, « les philosophes ont simplement interprété le monde. » De façon différente. Il s'agit de le modifier. Marx ne parle pas de modifier, non, il parle de transformation. Donc, il reste prisonnier d'une vision idéaliste de la transformation sociale, pour dire le moins. On voit donc déjà ici, au plan national comme au plan théorique, une tentative de récupérer une pensée profonde de transformation des conditions de vie des hommes, fussent-ils africains, dans un hommage que j'appelle du vice à la vertu. Il démontrait ainsi et malgré tout la vitalité, l'attrait et le succès d'une pensée qui n'obéit à aucune contingence d'ordre diachronique ou synchronique. Si nous nous penchons et enseignons les études germaniques interculturelles, c'est pour nous approprier une idée de transformation telle que la philosophie hegelienne et ses épigones n'ont pas pu se débarrasser d'un certain idéalisme philosophique. Le choc des cultures entre l'Allemagne, ses philosophes et l'Afrique noire a produit dans nos études une pensée de transformation sociale qui doit se fonder sur une connaissance précise des fondements apparemment moraux au départ, mais qui se sont révélés inscrits dans une durée à caractère étroitement économique, social et aliénante que les pays dits développés se sont évertués à asseoir dans la conscience collective humaine et surtout occidentale, et à traduire, perpétuer dans le projet colonial et le projet post-colonial. Il en est ainsi de l'image de l'Afrique qui puise dans un imaginaire forgé par des siècles de préjugés moraux, sociaux, culturels et religieux. C'est le cas de la perception du noir, de l'imagerie qui l'accompagne dans l'inconscient collectif allemand, du Moyen-Âge au rationalisme du XVIIIe siècle, c'est-à-dire à l'Aufklärung. Le mythe, par exemple, du bon sauvage, tel qu'il apparaît chez Montaigne et chez Rousseau, c'est-à-dire un être doué de qualités parfois supérieures aux civilisés, revêt chez des penseurs comme Gobineau, qui a parlé de l'inégalité des races humaines, ou chez Morgan, qui a parlé de la catégorie civilisation, des caractéristiques qui l'excluent a priori du savoir rationnel et partant incapable de développer ses forces productives matérielles. C'est un humus fertile qui vient corroborer, voire étayer une perception négative dans la sémantique autour de l'idée de noir en Allemagne, du Moyen-Âge cette fois-ci au XIXe siècle. Donc nous passons du Moyen-Âge au XVIIIe siècle et du XVIIIe siècle au XIXe siècle avec l'apparition de nouvelles forces productives. Ce qui justifierait plus tard le fait colonial qui se sert de la construction d'un ensemble de stéréotypes. On trouve ces stéréotypes chez le philosophe Emmanuel Kant, curieusement. Et pourtant, Kant, c'est lui qui a écrit La paix perpétuelle. Oui. Un hymne à la paix des nations, un hymne à la nécessité d'un dialogue permanent entre les pays pour éviter des tensions et pourtant ce même Kant, malheureusement, a avoir aussi d'autres idées qui sont aux antipodes de cela. Parce que Kant parle de la nature frivole et paresseuse du noir, que le noir serait prédisposé à l'esclavage. Et c'est dans ce cadre que les études germaniques africaines étudient l'origine de toute une sémantique liée à la couleur noire et à celui qui la porte comme un stigmate. Je note
chez les frères Grimm des définitions intéressantes. Par exemple, en allemand, quand on dit der Schwarze, c'est à la fois le noir en tant que couleur, mais c'est aussi le diable. Et der Schwarze vient du latin sordes, qui veut dire saleté, qui lui-même vient de sordidus, qui veut dire sale. On le retrouve au moyen haut allemand, quand on parle de Schwarz, et on le retrouve au vieux haut allemand, quand on parle de Schwarz. Alors, au sens de la couleur qui répugne, la couleur du mal, la couleur qui nuit, l'infériorité au sens moral. Donc nous avons der Schwarze et nous avons après der Moor, c'est-à-dire tous les êtres humains qui se rapprochent de près ou de loin des Mauritaniens, par exemple, pour prendre un raccourci. Et der Neger n'apparaît effectivement dans la langue allemande qu'au XVIIIe siècle, emprunté au français nègre, qui vient du latin Niger. Dans la construction de l'imagerie, on note l'influence des récits de voyage dans la philosophie. Même si au début du XVIIIe siècle, les Allemands étaient peu informés sur l'Afrique et les Africains, que les monogénistes pensaient que le noir appartient à la race humaine, parce que pendant longtemps, on s'est posé la question, est-ce que le noir appartient à la race humaine? Et que le rationalisme n'en pose pas moins comme objet d'étude l'origine du noir, le mystère de sa peau noire, ses capacités intellectuelles qui ne sont pas aussi développées que chez l'Européen. Et là, je cite encore Kant. Selon Kant, le nègre d'Afrique ne manifeste aucun sentiment qui dépasse la niaiserie. Point de vue aux antipodes d'un Friedrich Engels et de ses réflexions au toujours actuelles dans son ouvrage L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, ou bien de Gottfried Herder dans ses idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité, qui lui dit que l'humanité est une, aux antipodes de Kant, qui lui montre toute l'ambiguïté philosophique du XVIIIe siècle. Dans sa philosophie de l'histoire, c'est-à-dire dans les leçons que Hegel donne à Berlin, sous le titre « Leçons sur l'histoire de la philosophie, 1822-1823 », et dans le chapitre qui consacre à la terre des peuples, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, parlant d'une conception eurocentriste et européocentriste, oppose l'Europe à l'Afrique. Je le cite. Hegel: l'Europe est le continent de l'esprit unifié en soi, le continent qui est ouvert à l'histoire infinie de la culture, tout en restant compact dans sa substance. Contrairement à l'Europe, dans l'Afrique proprement dite, l'homme reste arrêté au stade de la connaissance sensible, d'où son incapacité absolue d'évoluer, dit Hegel. Il manifeste physiquement une grande force musculaire qui le rend apte au travail et témoigne d'un esprit débonnaire, mais en même temps d'une féroce insensibilité. Fin de citation. Chez Hegel, l'homme noir n'a donc pas réussi à échapper et à dominer la nature. Il subit la loi de celle-ci. La pensée de Hegel sur les rapports que l'homme en général entretient ou devrait entretenir avec la nature est intéressante à analyser pour bien comprendre toutes les implications pratiques de ce que nous, les germanistes, on appelle à l'époque le Naturkind, l'enfant de la nature. C'est-à-dire le bon sauvage qui est en même temps la force de travail. Elle montre que l'homme qui ne s'est pas affranchi de la nature en la dominant ne peut pas être libre. Et par conséquent, il n'est pas capable de concevoir ce que Hegel appelle la culture dans la technique. Donc la technique. Je cite Hegel encore. À son premier réveil, l'homme se présente en face de la nature comme une conscience immédiate naturelle. L'homme est nécessairement en rapport avec la nature. Toute évolution implique que l'esprit se dresse contre la nature et se réfléchisse en lui-même. Elle signifie une séparation de l'être spirituel qui se rassemble en soi en se dressant contre sa propre immédiateté qui est justement la nature. Or, le moment de la naturalité tombe dans cette séparation précisément parce que la naturalité est l'état de séparation. Ainsi naît l'antithèse du spirituel avec l'extérieur. La naturalité est ainsi la première position à partir de laquelle l'homme peut acquérir une liberté en soi. Il ne dit pas la liberté pour soi, mais le concept même de liberté. Alors, l'homme étant en premier un être sensible, il est nécessaire que dans son lien sensible avec la nature, il puisse conquérir la liberté par le moyen de la réflexion en soi. Dans son être sensible aussi bien que dans son repliement sur soi,
l'homme opère selon sa manière naturelle d'être et se place sous la détermination de la quantité. C'est pourquoi le lien avec la nature ne doit pas être trop puissant. Fin de citation. Dans la même période, à Berlin encore, Hegel professe ses leçons sur la philosophie de l'histoire. Et celles-ci, à mon avis, sont intéressantes en double titre. Premièrement, ce sont d'abord des cours dispensés par Hegel à des étudiants et en tant que tels susceptibles d'être véhiculés ailleurs. Et deuxièmement, de l'avis du traducteur Gibelin, ce sont ces seuls cours véritablement populaires. C'est-à-dire Hegel rend la philosophie populaire. Si le noir est puéril, dit Hegel, c'est parce qu'il habite l'Afrique. Je continue de le citer. Le pays de l'enfance qui, au-delà du jour de l'histoire consciente, est enveloppé dans la couleur noire de la nuit. Plus loin, il dira, l'Europe est dans l'histoire. L'Asie est au seuil de l'histoire. Et l'Afrique est déjà enveloppée dans la nuit noire de l'histoire. Donc, nous avons trois types de connotations. Ce que nous comprenons, dit Hegel, en somme sur le nom de l'Afrique, c'est ce qui n'a point d'histoire et n'est pas éclos, ce qui est renfermé encore tout à fait dans l'esprit naturel et qui devrait être simplement présenté ici au seuil de l'histoire universelle. L'Europe est donc dans l'histoire. Comme j'ai dit, l'Asie est au seuil de l'histoire et l'Afrique est encore dans la nuit noire de l'histoire. Et c'est Engels qui nous donne la réponse à Hegel, d'un point de vue purement philosophique mais pratique. Dans l'origine de la famille, de la propriété privée de l'État, quand il parle de la supériorité technique des Zoulous en 1879 et des Nubiens en 1881-83, quand ils s'opposèrent aux armées de l'Empire britannique. Je cite Engels. Quant à cette bravoure, l'Afrique nous en a fourni des exemples tout récents. Les Zoulous, il y a quelques années les Nubiens, 2 tribus, chez lesquelles les institutions gentillistes ne sont pas encore mortes, ont fait il y a quelques mois ce que ne peut faire aucune armée européenne. Armée seulement de lances et de javelots, sans armes à feu, sous la pluie de balles et des fusils à tir rapide de l'infanterie britannique reconnue la première du monde dans la bataille rangée, ils se sont avancés jusqu'à ces baïonnettes et l'ont plus d'une fois bousculé et même repoussé, malgré l'énorme disproportion des armes et bien qu'ils ignorent le service militaire et ne sachent ce que c'est que faire l'exercice. Ce qu'ils peuvent endurer et accomplir, les Anglais eux-mêmes en témoignent lorsqu'ils se plaignent qu'un cafre puisse en 24 heures parcourir plus vite qu'un cheval un plus long chemin. Le plus petit muscle fait saillie, dur et tendu comme une lanière de fouet, dit un peintre anglais. Fin de citation. Donc, nous sommes là aux antipodes de Kant et de Hegel. La période coloniale allemande, qui commence réellement avec la conférence de Berlin de 1884-85, n'a pas tout à fait cette retenu une dernière caractéristique de Hegel, à savoir, ce qui caractérise les nègres, c'est précisément que leur conscience n'est pas encore arrivée à l'intuition de quelque objectivité ferme, comme par exemple Dieu, la loi, où l'homme se tiendrait avec sa volonté en ayant l'intuition de son être. À cette différence entre lui-même comme individu et son universalité essentielle, l'Africain, dans son unité concentrée et indifférenciée, n'est pas encore parvenu. D'où il suit que la connaissance d'un être absolu qui serait par rapport au moi quelque chose d'autre, de supérieur, manque là totalement. Donc Hegel dit que le noir est incapable de religiosité. J'y reviendrai plus tard. Comme il a déjà été dit, le nègre représente l'homme naturel dans toute sa sauvagerie et sa pétulance. Il faut faire abstraction de tout respect et de toute moralité de ce que l'on nomme sentiment si l'on veut bien le comprendre, et on ne peut rien trouver dans ce caractère qui rappelle l'homme. Fin de citation. Le pragmatisme colonial trouvera par contre que le noir est bien un homme qui sait reconnaître une loi pourvu qu'on la lui impose. Un homme fait pour le travail et le rendement. Il faut par ailleurs l'éduquer par le travail forcé en niant son être là au monde dans le cadre d'un mode de production capitaliste dont les effets pervers se feront encore sentir durant la période nationale socialiste qui, tout en reprenant les clichés liés au noir des 18e et 19e siècles, ajoutera une dose élaborée fondée sur le critère racial. Et ce critère va culminer avec le massacre, je dirais même, on n'est pas d'accord là-dessus les historiens. Nous disons qu'il y a un génocide
les Allemands disent que c'est un massacre. Le génocide des Nama et des Herero dans le sud-est africain, avec l'ordre d'extermination du général von Trotha de 1904. Et on dit qu'entre octobre 1904 et mars 1907, plus de 15 000 Herero, des 15 000 Herero et des 20 000 abusivement appelés Otento du fait de leur langue, 45,2% sont morts en prison. Sur une population de 80 000 Herero en 1911, il ne restait plus que 15 130, 80%. Le débat est intéressant aujourd'hui d'un point de vue à la fois sociologique, anthropologique, politique, culturel et civilisationnel sur la restitution, telle que Emmanuel Macron l'a agité il y a quelques années, maintenant presque. Restitution des objets volés, des trésors de l'Afrique, entre autres. Les gens disent, niet, il n'est pas question de restituer. Et c'est là la pomme de discorde qu'il y a entre l'Allemagne fédérale jusqu'à peu et les Nama au sud-est africain, ce qu'on appelle aujourd'hui la Namibie, puisque les Herero réclament qu'on leur rende les têtes des Herero qui ont été tués et dont ces têtes ont été transportées à Berlin. Et tant que ces têtes ne seront pas rendues à la Namibie, les Namibiens pensent qu'il n'y aura pas, en tout cas, de concorde, en tout cas d'une politique de coopération, parce que c'est quand même quelque chose de sacré. Alors, cette répression a vu les premiers camps de concentration. On pense que les camps de concentration sont apparus en Allemagne avec le national-socialisme. Pas du tout. Les premiers camps de concentration ont été érigés en Namibie par l'armée allemande avec l'enseigne qu'on retrouve à Buchenwald, qu'on retrouve dans tous les camps de prisonniers allemands, je veux dire les camps de concentration de l'Allemagne nazie. Arbeit macht frei. Le travail libère. Donc, on n'a pas parlé encore suffisamment, nous sommes dans la recherche depuis, sur les centaines, voire même les milliers d'Africains du Nord comme de l'Afrique au sud du Sahara, qui ont été déportés dans ces cas-là. Nous sommes un certain nombre de chercheurs qui essaient de trouver le nombre d'Africains qui ont été dans les camps d'extermination nazis. J'ai commencé cette enquête il y a quelques années. Je l'ai continué au Holocaust Museum de Washington, où j'ai obtenu une bourse de recherche en 2012. Et ce n'est pas encore achevé parce que j'ai une tonne de matériel que je dois expertiser. C'est incroyable la méconnaissance. On parle des Juifs dans les camps, c'est vrai. On parle des prisonniers politiques, on parle des Polonais, on parle des Russes, on parle des massacres, mais on ne parle pas suffisamment de ça. Il y a quelques chercheurs qui sont penchés sur la question, dont Raphaël Steck, qui a publié beaucoup d'ouvrages, au moins, et Serge Billet, et même ma collègue Catherine Kokri-Vidrovitch, qui ont parlé un petit peu de ces Noirs dans les camps. Mais ils ne sont pas encore arrivés à des chiffres précis de déportés africains dans les camps de concentration. Comme on peut le noter donc, les études germaniques africaines trouvent leur sens dans la critique des modes d'appréhension des réalités socio-culturelles africaines et dans l'appropriation de tout ce qui fonde un humanisme à caractère universaliste tel que Johann Wolfgang Goethe et Gottfried Herder l'ont formulé dans la conceptualisation de ce qu'ils appellent la littérature mondiale, Weltliteratur, ou bien littérature universelle. Ce que Senghor a repris d'ailleurs grâce à l'influence que Goethe a exercée sur lui à sa lecture et a théorisé à sa façon dans ce qu'il appelle la civilisation de l'universel. Cette littérature mondiale sert de prétexte aux germanistes africains pour étudier des phénomènes de civilisation formulés dans des axes de développement dans lesquels la réception dans l'espace germanophone de la littérature africaine, des arts africains qui vont du cinéma aux arts plastiques devient un domaine d'étude et un domaine de recherche et d'enseignement pour insérer l'Africain dans le temps d'un monde en pleine évolution. Je ne dis pas dans le temps du monde, mais dans le temps d'un monde en pleine évolution. Qu'il s'agit de comprendre et de transformer dans un sens de progrès et pour tous. Et pour prendre un exemple dans le 7e art, on peut citer le très 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 beau film de Danny Kouyaté et de Olivier Delahaye, Soleil,
qui fait un procès entre autres intéressant à Hegel dans un persiflage qui donne à sa théorie sur l'Afrique une portée d'éveil de conscience. Donc, je veux dire par là, avant la citation, que les études germaniques interculturelles permettent une interdisciplinarité, une transdisciplinarité et une pluridisciplinarité. Je pense, c'est mon avis, on ne peut pas faire de la science si on ne croise pas les sciences. Donc, il ne s'agit pas d'apprendre une langue, mais d'apprendre une civilisation dont le rôle et l'importance dans le monde actuel n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, l'Allemagne fédérale est une puissance avec laquelle tout le monde veut coopérer. Alors, il est intéressant d'analyser la réception du film en Allemagne, parce que ça aussi, ça nous intéresse, à travers la presse comme Junge Welt, publié par mon ami le philosophe Arnold Schölzel, qui a été souvent avec moi au FESPACO à Berlin, à Ouagadougou, dans son édition du 14 mars 2015. Je le cite. « Dans un pari difficile à tenir, les réalisateurs ont su montrer la marche de la raison dans l'histoire. » La marche de la raison dans l'histoire. Nous sommes dans la philosophie là. C'est la philosophie. Le film est tourné dans un style qui rappelle la vision du théâtre populaire de Brecht. J'ai dit, il faut convoquer les arts, il faut les conjuguer. Le théâtre, le cinéma, la littérature, les arts plastiques. Et Brecht est un dramaturge, un théoricien et en même temps un philosophe de la transformation. Le récit qui ne tire pas sur la corde sensible est profondément humain, intelligent et drôle et raconte l'histoire d'une femme amnésique qu'un griot, conteur, aide à retrouver la mémoire. C'est un véritable road movie qui traverse le temps et l'espace depuis le Moyen-Âge africain jusqu'à nos jours. Un film magnifique. Le voyage commence et se termine avec la charte du Mandé, 13e siècle, la charte de Soundiata Keita, qui fait partie depuis 2009 du patrimoine universel de l'UNESCO. Cette charte n'est rien d'autre qu'une déclaration des droits de l'homme datant du XIIIe siècle. Le film se passe au Mali, au Burkina Faso, en Afrique du Sud, au Congo. On rencontre parmi les protagonistes, c'est ça qui est intéressant, Hegel, dans le film, et Voltaire, dans le film, qui furent des adversaires de l'esclavage, certes pour Voltaire, mais non dépourvus de préjugés envers les Africains. On rencontre Nelson Mandela, Soundiata, le légendaire empereur malien, et beaucoup d'autres, y compris des conquérants européens rustres et sans scrupules. Il y a dans ce film des moments féeriques, comiques, tragiques, durs ou charmants. C'est une épopée universelle sur la sagesse qui n'occulte pas la violence, mais ne la laisse pas envahir l'histoire. Il serait intéressant d'un point de vue philosophique de voir le rapport entre violence et histoire. L'histoire n'y est pas considérée comme une tragédie, même si l'espoir ne se laisse voir que grâce à quelques soleils. Le Hegel du film pense qu'il est de peu d'importance d'avoir mis les pieds réellement en Afrique pour écrire sur les Africains. Plus important serait selon lui la connaissance théorique et la réflexion, et Soleil refute cette première idée et approuve la deuxième. Ainsi, on peut suivre Hegel qui disait « qui regarde le monde rationnellement sera considéré de la même manière ». On peut reprendre ça, malgré tout. Dans cette Europe idéologiquement sclérosée et amnésique, ce film risque de connaître des difficultés pour rencontrer le public. À Ouagadougou, par contre, il a trouvé ce grand public. La faim est un malheur, l'esclavage est un malheur. Ce sont sur terre les plus grands fléaux. Mais si les carquois et les arcs sont à notre disposition, personne ne sera victime de ces fléaux, proclame la charte du Mandé, 1222 au Mali. Et il cite, ce qui caractérise en effet les nègres, c'est précisément que leur conscience n'est pas parvenue à la contemplation d'une quelconque objectivité solide, comme par exemple Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, la loi à laquelle puisse adhérer la volonté de l'homme et par laquelle il puisse parvenir à l'intuition de sa propre essence. Donc on le voit, la philosophie qui irradie ce champ complexe en revêt une nouvelle signification, je dirais pour les philosophes, d'ordre épistémologique. Ceci répond entre autres à la sempiternelle question, pourquoi nous apprenons la langue allemande dans nos espaces africains, mais c'est parce que justement, la civilisation permet des retours en arrière, des croisements de disciplines et de sciences pour penser l'homme avec un grand H dans son développement, en partant de son passé et en analysant son présent pour nous projeter dans son avenir.
Voilà ce que je pouvais dire sur votre thème. Parlons philosophie. Merci beaucoup. Ça a été un régal de vous écouter parler de la philosophie et de l'interdisciplinarité de la culture allemande et de la culture germanique. C'est vraiment important. Je rappelle que vous êtes toujours dans l'émission Parlons philosophie. Professeur Kassé, existe-t-il des liens entre la philosophie et les études germaniques? Vous savez, quand on dit études germaniques, ça veut dire qu'on prend une société dans son histoire, l'histoire de sa langue, comment sa langue est apparue, quelle relation cette langue a entretenue avec d'autres langues voisines, les langues indo-européennes. Si vous prenez l'anglais, le néerlandais et l'allemand, parfois, il y a des choses qui sont voisines. Les linguistes sont mieux placés que moi pour le dire. Quand on dit par exemple what en anglais, en allemand c'est was, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de transformation au niveau du W, mais il y a eu des transformations par la suite. Encore une fois, les linguistes seraient mieux placés que moi pour le dire. Donc, l'apparition des langues, le développement des langues, la socialisation dont j'ai parlé tout à l'heure, le mode par lequel les sociétés se sont constituées, sont autant d'éléments qui marquent à des époques déterminées l'évolution, la progression ou le déclin des sociétés. Si s'en mêlent évidemment d'autres formes qui influent sur le devenir des sociétés, c'est par exemple la question du pouvoir. Le pouvoir au niveau individuel, familial, j'ai parlé d'Engels, origine de la famille, comment la famille s'est constituée, de la propriété privée. Quand est-ce que l'homme a commencé à dire ça m'appartient et ça ne t'appartient pas? Comment l'homme a su domestiquer la nature pour la mettre à son service? Mais ça, c'est encore abstrait, la mettre à son service. Oui, mais au profit de qui? Quand est-ce que sont apparus les premiers rapports d'exploitation de l'homme par l'homme? Quand est-ce qu'on a bénéficié du travail? L'apparition de l'esclavage n'est pas le fait de l'Afrique. Toutes les sociétés ont traversé l'esclavage. Toutes les sociétés, il n'y en a pas une qui a échappé à l'esclavage. Mais les formes par lesquelles l'esclavage est né et s'est développé, dont on s'est servi de l'esclavage pour faire de l'accumulation. Aujourd'hui, vous prenez des villes comme Bordeaux, Toulon, Marseille, sans l'esclavage, ces villes n'auraient pas connu la prospérité. Prenez les États-Unis d'Amérique, prenez l'Amérique latine, sans l'importation forcée des esclaves noirs, ces pays n'auraient pas connu de développement, encore moins les États-Unis. La culture du sucre, la culture du coton, n'est-ce pas? Une main-d'œuvre à bon marché, taillable, corvaillable à merci. Les luttes que les Noirs ont menées pour avoir plus d'indépendance, plus de liberté, tout ça participe des phénomènes que l'esclavage a engendrés. Si vous lisez quelqu'un comme Domenico Lo Zurdo, très bel ouvrage qui s'appelle Contre-histoire du libéralisme, il vous montre à quel point, en Angleterre déjà, les esclaves blancs étaient considérés comme des sous-hommes, comme les Allemands ont considéré les Lettons, les pays slaves comme des sous-hommes, de la même façon qu'ils ont considéré les Africains noirs comme des sous-hommes. C'est-à-dire ils ne font pas partie d'une humanité. Donc, le développement des sociétés appelle des réflexions qui vont de l'appropriation, de l'apparition, du développement et de l'appropriation des forces productives matérielles et humaines. Développement des machines, 19e siècle, un très grand bond dans l'histoire de l'humanité, qui a vu la machine-outil, la grande industrie, les navires, les trains. Et donc, comme le dit Marx, la bourgeoisie qui est devenue une classe, qui a été à l'origine révolutionnaire, puisque 1789, c'est quand même la bourgeoisie, plus le tiers-État, plus le peuple de Paris, qui ont pris la Bastille. Ce que vous avez expliqué montre que là, on ne définit pas une philosophie, mais on définit sa philosophie. Parce que là, en vous entendant parler, on voit que donc Marx définit sa philosophie par rapport Marx définit une conception du monde. Sa conception du monde, c'est par rapport à une réalité. C'est-à-dire par rapport à l'analyse concrète des réalités économiques, sociales et culturelles. C'est pourquoi il a une philosophie de la praxis. Oui, une philosophie de la praxis, mais qui ne peut pas se faire sans une connaissance précise. Théorique, des fondements même, des mécanismes par lesquels le capitalisme comme mode de production est né, s'est développé. Aujourd'hui, on dirait, Marx n'est pas mort.
Oui. Parce que justement, on passe du capitalisme au libéralisme et du libéralisme au néolibéralisme. Les classes sociales se creusent davantage. On voit de plus en plus des classes dominantes, des classes dominées. On voit de plus en plus l'apparition de nouvelles classes exploitées, mises pratiquement pas au banc de la société, mais qui ne participent pas au processus de développement des sociétés. Ils ne participent pas au processus de production des richesses matérielles. Pourquoi? Parce que le même système qui a implanté ça donne à l'homme aussi la capacité de brouiller son cerveau pour qu'il ne voit pas le système par lequel il est exploité et pourquoi il a intérêt à se lever, à se battre pour mettre fin à cette domination. C'est pour ça que Marx parle de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et que donc pour mettre fin à cette exploitation, il faut que l'homme se libère de ces chaînes. Mais se libérer de ces chaînes n'est pas seulement un concept pratique. Là, je prends mes chaînes comme l'esclave qui se libère de ses chaînes. D'ailleurs, chez Platon, vous voyez, dans le mythe de la caverne, comment le processus d'aliénation peut conduire jusqu'à ce que l'être humain esclave ne puisse même plus se retrouver comme un esclave et ne veut même plus de sa liberté. Mais Marx, lui, il a théorisé avec Engels la nécessité de comprendre comment briser ces chaînes sur le plan pratique, mais comment aussi briser les chaînes sur le plan mental. Et d'ailleurs, le but de la philosophie, c'est déchaîner l'homme des chaînes de la vie. Voilà. Mais alors, quand on dit ça, on dit, tout à l'heure, j'ai défini la philosophie comme une Weltanschauung, une manière de concevoir le monde, de regarder le monde. Mais quand on regarde le monde, on n'est pas juste là en se croisant les bras à regarder le monde se faire. Mais on est impliqué dans les dynamiques internes qui traversent le monde. Très bien. C'est pour ça que les études germaniques nous permettent une réflexion qui va de l'histoire à la philosophie. Très bien. Et de la philosophie aux sciences humaines et sociales, comme l'anthropologie, l'ethnologie, l'ethnographie, et en même temps de faire des incursions dans les études juridiques, les lois, les règlements, et dans les sciences économiques. Parce que qu'est-ce qui fait aujourd'hui la puissance économique de l'Allemagne? Est-ce que c'est basé uniquement sur des préjugés, des partis pris, l'Allemand est discipliné, l'Allemand est rigoureux? Non, c'est parce que dans l'éthique protestante, qui est à la base d'une bonne partie de l'évolution économique et sociale de l'Allemagne, mais le culte du travail est un culte sacré. Et je remercie au passage, je le cite, mon collègue Malik Ndiaye, qui a fait un très beau livre sur l'éthique protestante chez Max Weber, encore un philosophe. L'éthique protestante chez Max Weber, et rapproche cette éthique protestante du mouridisme. Oui. Comment se fait-il que les mourides aient une telle conscience de la nécessité de travailler, d'abord pour se libérer soi-même, et ensuite pour se faire. Donc vous voyez que les études germaniques peuvent mener à beaucoup de choses, et c'est une vue de l'esprit, une courte vue, que de penser que les germanistes sont juste là pour apprendre l'allemand. Non, ce sont des études germaniques. Et nous ajoutons études germaniques interculturelles. Très bien. Ça veut dire que toutes les disciplines nous intéressent et nous les croisons volontiers. Merci beaucoup, professeur Kassé. Vous venez de nous montrer l'importance de l'interdisciplinarité. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été vraiment un régal. Je tiens à remercier Fatimata Kosumare, Djibril Diouf et Pape Bouyembaye qui font partie du comité préparatoire de l'émission Parlons Philosophie. Et je remercie aussi Alassane Khodjekitan et Issa Ndiaye d'avoir créé un groupe WhatsApp Parlons Philosophie constitué de plus de 150 professeurs de philosophie et tout ça grâce à l'émission Parlons Philosophie. Donc aujourd'hui on voit tout ce que Téléécole fait pour l'éducation. Et je vous rappelle que vous pouvez aussi consulter Téléécole sur toutes les plateformes IPTV, YouTube Direct et aussi notre plateforme de Téléécole. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Parlons Philosophie. Nous nous retrouvons très prochainement dans un nouveau numéro de Parlons Philosophie. Jusque-là, continuons à philosopher pour mieux vivre.